Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Thibaut Lecomte. Thibaut est un sportif de haut niveau, maintenant spécialisé dans le triathlon de longue distance. Auparavant, il pratiquait l'aviron où il a été champion du monde en 2014 et vice-champion du monde en 2015. Dans ce podcast, il va notamment nous parler de son alimentation en low carb high fat, de son entraînement et de ses techniques de récupération. Je vous souhaite une bonne écoute. Alors, salut Thibaut. Salut Pierre. Alors, je te propose de te présenter, voilà, de dire un petit peu ce que tu fais comme sport, ce que tu fais dans la vie, et puis après, je te poserai des questions. Oui. Alors, je m'appelle Thibaut Lecomte, j'ai 27 ans, je suis kiné à Gérardmer, dans les Vosges, et donc ça fait 3 ans que je suis diplômé. Et sinon, au niveau sportif, alors j'ai fait de l'aviron à haut niveau, j'ai fait 6 ans en équipe de France d'aviron, dont deux fois vice-champion du monde moins de 23 ans, une fois champion du monde moins de 23 ans et une fois vice-champion du monde élite en 2015. Suite à la saison 2015, je me suis blessé au niveau du dos avec une hernie discale, donc j'ai arrêté l'aviron. Et à partir de là, j'ai fait surtout du cyclisme et du triathlon. Là, j'essaie de me spécialiser un petit peu dans le triathlon avec quelques objectifs sur la distance Alpha Ironman. Ouais, Voilà. du coup, c'est quoi comme distance? Ça, c'est Alors, Alpha Ironman, c'est 1 km 900 en nageant, c'est 90 km de vélo et un semi-marathon, donc 21 km en courant. ouais, donc des efforts longue distance essentiellement. Ouais, c'est des efforts de plus de 4h30. Ok. Et comment ça se fait que tu as choisi ce sport et pas un autre? Parce que tu préférais l'endurance? Comment t'as choisi ton sport? Alors, autant quand j'étais petit, j'adorais les sports co, j'ai fait aussi du hand, j'ai été en équipe des Vosges de hand, j'ai commencé par jouer au basket à l'âge de 3 ans, donc j'étais vraiment plus dans le jeu. Et en aviron, en fait, au départ, limite, limite, j'aimais pas trop ça. Mais ma sœur a fait double championne de France et ça a été un peu un déclic pour moi. Elle est âgée de 2 ans de plus que moi. Ça a été un peu un déclic pour moi quand j'ai vu que ça marchait. Je me suis dit, bah, pourquoi pas moi? Donc, je me suis mis à m'entraîner un peu plus sérieusement. Puis j'ai commencé à avoir mes premiers résultats, des médailles au championnat de France, des médailles en Coupe de France. Et puis après, c'est venu progressivement vers le haut niveau. Et là, j'ai commencé à aimer l'effort d'endurance, les efforts longs. J'ai découvert le ski de fond, j'ai découvert plein de sports à ce moment-là. Et à côté de ça, j'ai toujours été un peu passionné de cyclisme. Dès tout petit, j'adorais regarder les courses de vélo et compagnie. J'ai toujours suivi un peu les saisons de cyclisme. Donc quand je me suis blessé, et en plus, sur mes dernières années d'aviron, j'ai utilisé le vélo en complément d'entraînement. Et donc, quand je me suis blessé, c'est allé assez naturellement vers ça. Dès que je me suis blessé, j'ai décidé d'arrêter ma carrière. Bon, ça a été un peu plus rapide que prévu, mais je me suis dit, bon, il faut rebondir tout de suite. Mentalement, il faut y aller, sinon Ouais, tu vas faut pas s'arrêter, t'effondrer. sinon tu t'arrêtes à vie, Ouais, quoi. c'est ça. Donc, je suis tout de suite monté sur un vélo. Et même en fait, avant d'arrêter ma carrière, quand je me suis fait mal, je me suis dit, bon, je vais m'entraîner à vélo pour pouvoir reprendre l'aviron. Et puis quand j'ai vu que ça le faisait pas, bah, j'ai continué le vélo tout simplement. Donc j'ai fait deux saisons vraiment de cyclisme en peloton et compagnie. Et j'ai pris des boîtes. J'ai chuté 4 ou 5 fois. Et sur ma dernière chute, je me suis brûlé une main. Donc quand t'es kiné, Ouais, c'est c'est quand même clair pas que évident. ça impacte pas mal les outils de travail. Voilà. Donc je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais? Et donc j'ai décidé de faire du triathlon. Donc effort solitaire, pas de peloton, moins de risque de chute, un peu plus varié au niveau de l'entraînement, donc beaucoup plus chronophage aussi. Mais ouais, je me suis orienté vers le triathlon qui se rapproche un peu de l'effort d'aviron, même si c'est beaucoup plus long le triathlon. On est dans un effort où on est tout seul entre guillemets, et la performance elle est du qu'à soi quoi. Et ça j'apprécie. Ok. Et actuellement, tu t'entraînes combien de fois par semaine? Comment t'organises ta semaine? Tu suis une programmation? Tu fais au jour le jour? Comment tu gères tout ça?
Alors, ça fait pas longtemps que je me suis payé le service d'un coach. Donc là, en fait, il me fait une programmation semaine par semaine. Alors, c'est une programmation par bloc. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler. En Non, fait, je sais pas, vas-y, éventuellement si tu peux expliquer. Ceux qui connaissent on pas en plus, ça va, les éclairera. en fait, c'est pas une programmation linéaire où on va faire toujours un peu la même chose. On va découper des périodes dans l'année. Par exemple, la semaine dernière, toute la fin de semaine, j'ai travaillé que la VO2, vraiment pour développer ma capacité aérobie. Là, je suis dans un bloc un peu plus spécifique, long, donc je vais faire du travail un peu plus long. Et voilà, on va découper comme ça pour vraiment axer le travail sur un élément de la performance et vraiment pour ils se rendent compte que tu as des meilleurs résultats en t'entraînant par bloc que de manière linéaire où tu essaies de tout travailler en même temps, quoi. Ouais, puis ça permet aussi de varier les entraînements et de se dire, bon, ok, une fois que la période là est passée, je passe à autre chose et puis... C'est ça, ça rythme un peu la saison. C'est la première fois que je m'entraîne comme ça en aviron. C'est connu pour être un sport où on fait un peu toujours la même chose. Souvent, le programme fédéral, en fait, c'est le même pour tous les rameurs en France. Tu savais que le lundi, tu avais un entraînement comme ça. Le mardi matin, c'était ça. Le mercredi, c'était ça. Et tout le monde à la même heure. Et au final, tu vois, bon, c'est une fédération. C'est particulier, hein, l'entraînement en aviron. Mais tu sais que tous les rameurs en France font la même chose à la même heure quasiment. Ouais, ça permet au moins de se dire, ok, je m'entraîne en même temps que les champions et tout. Ça peut se motiver aussi, ça peut être aussi un avantage. Ouais, après, c'est plus vite monotone. Ouais, c'est Comme clair que c'est ça fait clair d'une que semaine. ça doit être tout le temps la D'une même se- chose. Et à quoi Ouais, ça d'une ressemble du semaine. coup une séance VO2? Eh ben, une séance VO2, c'est des séances qui sont dures, hein, où tu vas chercher des niveaux de puissance assez élevés. Donc en ce moment, en étant confiné, c'est sur home trainer, mais sinon, quand je suis à l'extérieur, j'ai un capteur de puissance sur mon vélo Ouais. pour être le plus précis possible. Tu fais en watts? Mais ouais, c'est ça. Ok. Donc une séance VO2, comment ça se déroule? C'est déjà un échauffement, donc 10 minutes tranquille. Ensuite, souvent William, donc William c'est mon coach, il me fait faire une petite allure progressive sur 3 minutes, ensuite 2 minutes cool. Donc ça nous amène à 15 minutes d'échauffement. Et ensuite, c'est vraiment le corps de séance avec, alors on va chercher un truc qu'il aime me faire, c'est une minute à... Bon, après, ça parlera pas forcément parce que c'est des termes de cyclisme. Ça va être une minute à 140% de ma FTP, suivi de 5 minutes à 100% de ma FTP. Donc, ma FTP, c'est la puissance que je suis capable de tenir au maximum sur une heure. Ok. Et ça, c'est des blocs qu'on va répéter 4, 5, 6 fois quand on est en forme. Et puis après, 10 minutes de retour au calme. Donc, c'est des séances qui sont assez intenses. Ok. Et voilà. D'accord. Et tu suis des protocoles de récupération pour entre les séances ou alors pas du tout? Alors, j'essaie de suivre les grands principes, au moins 3 heures entre chaque séance quand je fais du bi-quotidien. Ensuite, protocole de récup, pas tellement. Alors, j'ai un complexe que je me suis acheté il y a pas longtemps. J'aime bien massage relaxant ou un peu de capillarisation. Mais sinon, je fais pas de bain froid, je fais pas de choses comme ça. J'ai pas de, voilà, je suis en appartement à Gérard, mais j'ai pas non plus le matos adapté. Bon, voilà, des bas de contention, mais souvent, je les mets pas. Après, si je fais attention un peu à bien m'hydrater, si je fais du bi-quotidien ou que je fais des séances longues, j'essaye d'ajouter un peu d'électrolyte dans la boisson. Ouais. Et sinon, rien de particulier. Ok. Euh, Est-ce que, parce que la dernière fois tu me parlais, tu sais, d'un protocole que tu avais pour savoir si t'es bien entraîné, si t'as bien récupéré, pardon. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer justement ce que t'expliquais par rapport, tu sais, au HRV, tout ça? Il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle, hein? Ouais, c'est ça. Donc le HRV, c'est la variabilité de la fréquence cardiaque, donc c'est VFC en français.
Euh, En fait, c'est un outil de mesure. Alors, c'est Grégoire Millet, un chercheur qui est en Suisse maintenant, mais il me semble qu'il est français, qui a développé ça, qui l'a beaucoup utilisé chez les fondeurs. Martin Fourcade, je sais qu'il l'a pas mal utilisé. En fait, c'est un test à faire tous les matins. Donc, moi, avec l'application que j'utilise, c'est HRV Elite HRV, pardon. On reste allongé 2 minutes sur son lit en prenant la fréquence cardiaque. Et en fait, l'application, elle va calculer l'intervalle, la variabilité plutôt de l'intervalle R, R'. Donc, c'est au niveau de l'ECG, là, le PQRST, c'est entre les deux R. Il va y avoir une petite variabilité entre chaque battement cardiaque. Le cœur, il bat jamais au même rythme. À chaque battement, en fait, il va y avoir une petite variabilité. Et en fonction de ça, ça va donner, alors c'est un peu compliqué, mais ça va renseigner si tu es plutôt en fatigue parasympathique ou sympathique. En fait, l'application, au bout du compte, va te dire si tu peux faire des efforts intenses ou s'il faut plutôt faire de l'aérobie pour récupérer ou s'il faut rien faire du tout et se reposer. Et ça t'arrive du coup d'avoir des séances où tu te dis non, ma HRV elle est pas bonne aujourd'hui, tant pis, je me repose, même si toi tu te sens en forme? Alors c'est arrivé, ouais. C'est arrivé à un moment. Alors en ce moment, je l'utilise plus beaucoup. J'essaie de me fier plus à mes sensations. Mais à un moment, quand je faisais surtout du cyclisme, j'avais un autre coach qui utilisait beaucoup la variabilité de la fréquence cardiaque et ça m'est arrivé certains matins de me réveiller, de me sentir plutôt bien, avec une HRV complètement effondrée. Alors, avec moi, il y avait des trucs, on ne sait pas trop c'était dû à quoi, mais ma HRV, elle était jamais très très bonne. Alors après, est-ce que c'était une période où j'avais une infection et compagnie? Après c'était On peut-être a, un problème de mesure, après peut-être tu sais, un petit biais de bah, mesure récurrent, je sais pas. après, c'était assez bizarre parce que j'avais une période où j'étais vraiment en forme et la HRV avait suivi. Mais après, je sais pas. Alors, est-ce qu'il y avait un peu de fatigue générale sur une longue période? J'ai jamais trop su. Et Ouais, après c'est difficile de savoir en précision. ouais. Et puis après, il y avait une certaine forme de. Je savais que mon HRV était pas bon. Du coup, je me disais, Ouais, ouais, tu culpabilisais, ouais. c'est ça. Et c'est pour ça qu'avant les compètes, par exemple, pendant une semaine, je faisais jamais de test, histoire de pas me flinguer mentalement, tu vois. Ouais, ouais, c'est clair que ça joue à fond, ouais. C'est clair que ça joue à fond. Alors, on va attaquer un petit peu le gros et je pense que c'est ce qui intéresse le plus de monde. Est-ce que tu suis une diète stricte pour les résultats que tu as? Alors en aviron, j'étais en poids léger, du coup 70 kilos de moyenne dans les bateaux. Donc là, c'était strict, mais sans être une diète particulière. On faisait juste de l'hypocalorique avec plein d'erreurs, mais je pense qu'on reviendra dessus. Et maintenant, en cyclisme et triathlon, mon ancien coach là, qui était dans mon club de cyclisme et qui est médecin du sport, je tiens à le préciser parce qu'il faut pas faire ça n'importe comment. Il m'a fait suivre une diète low carb high fat, donc réduire les glucides et augmenter l'apport calorique via les graisses. Donc ça je l'ai fait quasiment tout le temps depuis. Après voilà, au départ je l'ai fait vraiment de manière rigoureuse, c'était limite du cétogène. Maintenant je suis plus low carb où je me permets quand même un petit peu plus de glucides, quoi. Ouais. Tu comptes pas du tout, tu sais pas à peu près en grammes combien ça correspond? Non, j'ai jamais pris mes macros. Après, à un moment, je m'étais dit, oh, je vais le faire. Et puis, Ouais, voilà, c'est pénible, hein. c'est un peu pénible, ouais, de tout compter, tout peser et compagnie. J'ai pas l'habitude. Après, c'est une habitude à prendre, hein. Hmm. Mais, Et c'est ce même médecin qui t'a appris toute la nutrition ou t'as appris dans des livres par d'autres sources? non, c'est vraiment lui qui m'a enseigné le truc. Au départ, je connaissais pas du tout, j'en avais jamais entendu parler. Bon, en même temps, en 2015, le low carb, c'était un peu tout neuf, hein. Ouais, c'était vraiment le début du 2015-2016. low carb, ouais.
Ouais, tout début du low carb, il me semble que, enfin, le livre qui a popularisé un peu le low carb, c'est The Obesity Code. C'est en 2016, et puis il y a aussi un autre livre de Dave Asprey sur la bulletproof diet, ouais, qui a pas mal popularisé ça. Mais c'est vrai qu'avant 2015, on parlait pas trop de low carb. C'était beaucoup glucides à donf. c'est ça. Euh, ouais, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez récent. Pour ceux qui savent pas ce que c'est le low carb, j'ai expliqué en vitesse. En fait, c'est comme Thibaut l'a dit tout à l'heure, il faut se concentrer sur l'apport en graisse plutôt que l'apport en sucre. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir une régulation de l'insuline et une régulation de la glycémie qui justement permet une régulation de l'énergie au quotidien et du coup une meilleure utilisation de l'énergie et des graisses pour favoriser le métabolisme. Et en fait, il y a plusieurs paliers. Donc le premier palier, entre guillemets, c'est entre 50 et 100 grammes. C'est un petit peu le low carb que tu disais toi à l'instant, quoi, celui où on se permet un peu plus de glucides. Ensuite, il y en a un peu plus strict où on est entre 20 et 50 grammes. Et un autre, là où tu disais carrément cétogène, où là, il y a carrément une adaptation du corps qui crée des cétones. Et là, c'est vraiment soit 0 grammes de sucre, soit jusqu'à 20 grammes, 15-20 grammes à peu près. Ça fait vraiment pas beaucoup. Ouais, la cétose, ça fait vraiment pas beaucoup et je déconseille à quiconque de tester une cétose sans accompagnement parce que c'est quelque chose qui est très compliqué et qui demande des grosses connaissances en nutrition, notamment pour gérer justement l'acidification du corps via les cétones. Hmm. Comment tu t'organises toi niveau nutrition? Tu prépares tous tes repas? Tu fais des plats Ouais. préparés? Ah non, non, jamais de plat préparé. Globalement, je prépare tous mes repas. J'ai de la chance d'avoir mes parents, ils ont un grand jardin, donc c'est énormément de produits frais, produits bruts, beaucoup. Ça, c'est Euh, l'avantage de la campagne. ouais, ça c'est vrai que c'est bien cool. Après, j'ai la chance aussi, ma maman, elle fait plein de conserves, du coup, j'ai tout le temps, par exemple, l'an dernier, elle a fait 200 kilos de tomates, donc j'ai de la sauce tomate toute l'année, toute c'est l'année. c'est énorme, 200 kilos de tomates. Elle fait de la permaculture, quelque chose comme ça, ou comment? Non, c'est, c'est traditionnel comme C'est culture, les mais terres fertiles il faut de chez gêne. Lecomte, ouais. C'est ça, ça marche bien. Non, mais du coup, ça c'est trop bien. J'ai des légumes du jardin toute l'année. Donc, voilà, quand on fait du low carb, on se nourrit quand même beaucoup de légumes. Donc, ça c'est quand même cool. Ouais. Et Après, tu privilégies beaucoup de brut ou t'achètes quand même des trucs transformés pour combler et tu fais un mix ou tu fais vraiment qu'avec des aliments bruts et tu cuisines tout? franchement, je fais quasiment qu'avec du brut. Je réfléchis, mais ouais, non, j'achète quasiment jamais de produits transformés. À part, non, franchement, j'en achète pas. Je peux aller voir dans mon frigo ce que j'ai, mais globalement, non, il n'y a rien de transformé. Ok. Après, pareil, j'ai la chance d'avoir des voisins qui ont plein de poules, du coup, on a les œufs des voisins. Ouais, ça c'est bien ça. Et puis, j'essaye au maximum de consommer local. Ouais, c'est vrai que les poules c'est un avantage parce que les œufs ça coûte super cher, les bons œufs, alors qu'une poule ça coûte 3 euros et ça fait un œuf tous les jours, donc c'est vraiment cool une poule. C'est un très bon C'est ça. investissement. Ouais. Et en plus, ça recycle tous les Ouais, en plus ça déchets. sert de compost, ouais. C'est vraiment Ouais. sympa. Mm. Tu conseillerais du coup aux gens qui t'écoutent voilà de se former un peu à la cuisine et de manger que du brut ou alors tu t'es un peu plus laxiste et tu dirais bah écoutez pourquoi pas quelques produits transformés tout ça. Bon, après, je pense il faut, si ça fait plaisir de cuisiner, je pense que c'est bien de cuisiner parce que au moins on sait ce qu'on mange, on sait ce qu'on a mis dans la casserole et voilà, c'est quand même plus facile de tracer un produit qui est brut que des produits ultra transformés. On sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. Si on s'y intéresse pas, on connaît pas les additifs, les machins, les trucs. Oui. Voilà, les produits transformés, on sait qu'il y a quand même pas mal de
pas mal de trucs pas top dedans. Donc moi perso j'adore cuisiner, donc ça tombe bien. Mais ouais, je conseille aux gens de se mettre à cuisiner. Après, faut pas que ça devienne une contrainte, une corvée. T'as appris où à cuisiner? Ta mère qui t'a appris? Tes parents peut-être? Ouais, globalement, mes parents cuisinent pas mal. Après, c'est quand je suis arrivé à Nancy. Alors, j'ai vécu 2 ans au Crêpes, où donc là c'était un pension complète, donc je faisais pas du tout à manger. Mais ensuite, j'ai vécu en appartement à Nancy, et là on a toujours cuisiné dans cet appart. Et bon, globalement, je fais rien de très compliqué, hein. Je me lance rarement dans un bœuf bourguignon ou des trucs comme ça, mais j'essaye ouais, je cuisine le plus possible. Et tu planifies tes repas sur la semaine ou alors tu fais au jour le jour avec ce que t'as? Je fais vraiment au jour le jour, en fonction des envies. Je vais pas tout préparer le dimanche et stocker. Non, je vais vraiment, j'ouvre mon frigo, j'essaie de trouver une inspiration rapide et puis je me lance. Ouais, donc tu fais vachement en fonction de tes envies du jour. Tu t'écoutes vachement, même au niveau de l'entraînement et au niveau de la nutrition, tu fais vachement au ressenti. Ouais, après l'entraînement, j'ai un plan qui est quand même assez strict. Mais sur l'alimentation, ouais, je fais vraiment en fonction de mes envies, en essayant bien sûr de respecter des règles un peu de base. Bah, voilà, essayer d'amener un apport en protéines à chaque repas et compagnie. Mais, mais ouais, globalement, je fais assez à l'envie. Ok. Et est-ce que tu prends des compléments alimentaires en plus de ta nutrition ou pas du tout? Alors, des compléments alimentaires, à part comme ce que je te disais tout à l'heure, des électrolytes dans la boisson quand je fais du home trainer, que du coup en intérieur en ce moment on transpire quand même pas mal, donc perte hydrique, perte de sels minéraux, donc à part les électrolytes, je prends pas grand-chose. Sur les séances très très intenses, je prends une boisson de récupération, donc qui est là pour le coup il y a un peu de glucides dedans. C'est pour ça que je la prends juste après les efforts intenses. Donc glucides et protéines. Ouais. Mais sinon, j'ai des boissons d'effort sur, pareil, des efforts assez intenses ou des efforts assez longs. Mais sinon, non, pas de complément alimentaire. À un moment, j'ai essayé la spiruline liquide, mais sur un mois, j'ai pas trouvé que ça faisait énormément d'effet. Mais sinon, non, pas de complément alimentaire. Je pense que si on essaie de faire attention à la base de l'alimentation, il y a déjà pas mal de travail. Ouais, c'est vrai qu'il y a déjà pas mal de travail juste avec la base de l'alimentation. Mm. Et sur une course, comment tu gères ta course? Parce qu'avec le low carb, c'est vachement différent. Tu vas gérer comment? Tu vas quand même manger des gels ou pas? Tu fais comment? Ouais, alors j'ai beaucoup moins besoin de glucides. Un sportif normal, souvent on conseille entre 60 grammes et 90 grammes de glucides par heure. Donc sur un triathlon de Gérardmer, par exemple, je le boucle en 5 heures. Ça fait quand même un paquet de gel, sachant qu'un gel c'est 25 grammes de glucides, donc je vous laisse calculer combien il faut manger de gel sur un triathlon de Gérardmer. Mais globalement, moi, le dernier triathlon de Gérardmer que j'ai fait, j'avais un plan de nutrition. Je prenais un gel par tour de vélo, donc ça fait que 3 gels. Et j'avais pris quand même une barre solide, histoire de manger un petit peu quelque chose, de se mettre quelque chose de solide dans le ventre. Sinon, voilà, un bidon d'effort sur toute la partie vélo. Et sinon, je prenais un bidon d'eau à chaque ravitaillement, histoire de prendre, m'hydrater un petit peu. J'essaie de prendre mon gel du coup juste avant le ravitaillement parce que le goût vraiment très sucré du gel, perso, je suis pas hyper fan, ça laisse un peu la bouche pâteuse, donc je pouvais me rincer la bouche tout de suite après au ravitaillement. Et puis le bidon d'eau, je le rejette histoire de pas avoir de poids sur moi. Ouais. Et voilà, après je sais que sur le dernier triathlon à Gérardmer que j'ai fait, sur le semi-marathon, j'ai rien mangé. Ouais, t'y Et allais à l'eau, quoi. ouais, juste un verre d'eau à un moment. Et c'est bien passé, mais bon, voilà, c'est parce que mon corps il est habitué
à consommer les lipides et à créer de l'énergie grâce à cette filière. Mais c'est sûr que quelqu'un qui n'est pas habitué à ça, je pense qu'il finit sur une bonne hypoglycémie. Ouais, je pense aussi, ouais. Ouais. Et du coup, tu faisais une barre solide en sortant de l'eau, entre guillemets, et après, t'enchaînais sur le vélo, et tu prenais du coup un gel par tour, et à la fin, c'est la course, c'est ça? Ouais. Alors, là, par contre, la barre solide, je l'ai pris au milieu du vélo, histoire de couper un peu des gels. Ah, donc t'as mangé tout le long du vélo, Ouais. et rien du tout, natation ni course. Bonne natation, de toute manière, ça dure Ouais, pas de toute très façon, c'est longtemps. impossible. Ouais. Moi, je fais 27 minutes sur la partie 27 ou 28 minutes sur la partie natation. Il me Ouais. semble, hein, je sais plus. Peut-être un peu plus. Un peu moins de 30 minutes, quoi. Donc, je prends pas de gel avant, rien du tout. Après, il me semble que, bon, ça remonte, hein, c'était il y a 2 ans maintenant. Il me semble que j'ai pris un gel tout de suite à la sortie de la natation en prenant le vélo. Et après, je faisais un gel par tour et la barre voilà, au milieu du vélo. Ok. Et c'est une barre que tu te fais toi, ou c'est des barres du coup achetées? Là, c'était une barre achetée. Ok. Et tu te fais jamais des barres ou des Non, boissons spéciales? T'as pas une recette non, secrète? globalement, j'ai pas de recette secrète. J'ai mes barres entre guillemets, mes barres de céréales, c'est des amandes au quotidien, quoi. Pas mal de fruits secs, mais je les transforme quasiment jamais. Des fois, je me fais, quand je sais que je pars sur des efforts longs ou quand je pars en rando, j'aime bien me faire un peu de pâte d'amande et je remplace le sucre par de la stevia. Ouais. Et, et ça, j'adore le goût amande, du coup, la pâte d'amande, c'est un petit kiff perso. Ouais, puis c'est riche en lipides et du coup, c'est pas mal quoi. Je suppose que t'as pas eu tout de suite cette organisation. Est-ce que t'as fait des erreurs auparavant qui t'ont coûté des courses, des choses comme ça? Alors, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'une des grosses erreurs au niveau régime alimentaire, moi, ça a été toute ma carrière aviron, où on s'y prenait un peu au dernier moment pour les régimes, où c'était du coup de l'hypocalorique sur les dernières périodes d'entraînement. Alors, par exemple, nous, avant les championnats du monde, on a un mois de stage. On fait un mois de stage terminal pour préparer les mondiaux. Donc souvent, c'est assez intense. On fait 3 semaines où on se rentre vraiment dedans. L'entraînement, c'est vraiment dur. Après, il y a une semaine de récup et puis après, c'est les mondiaux. Et donc souvent, on faisait nos régimes ultra draconiens sur cette dernière période de préparation où on a besoin d'être ultra disponible et frais au maximum. Ouais. Et je pense que ça a été mes plus grosses erreurs nutritionnelles, mais parce qu'on faisait un peu chacun notre truc, on n'était pas forcément accompagné. Voilà, moi j'ai jamais eu de suivi diététique avec un diététicien ou un nutritionniste quand j'étais en équipe de France d'aviron. Donc je pense qu'on a fait pas mal de conneries là-dessus. Mais après, globalement, depuis que je fais du vélo, j'ai pas l'impression d'avoir fait une contre-performance. Après, la dernière erreur que j'ai faite, c'est plus au niveau hydratation. C'est sur une rando avec des potes. On voulait faire le parcours de la CCC, donc c'est une course bien connue autour de Chamonix en trail. Donc c'était un parcours de 100 km, on l'a fait en rando sur 2 jours. Et je me suis pas trop hydraté. Il faisait un peu chaud et je me suis chopé des tendinites au releveur des 2 pieds. Donc quand on marche, c'est pas ultra agréable dans les descentes, c'est une horreur. Donc ça a été ma dernière erreur en lice. Mais voilà, ça m'a pas coûté une place sur Ouais, une compète. Mais c'est pas quelque chose qui est enfin déterminant pour un ouais, non, classement particulier quoi. Une rando, ça va. Il y a pire. il y a pire. Ouais. C'est pas préjudiciable pour ma carrière de sportif. Ouais. Tu t'entraînes tout seul ou tu t'entraînes avec quelqu'un? Alors globalement, je m'entraîne beaucoup tout seul. Ça me gêne pas vraiment. J'aime bien limite. De toute manière, l'effort en triathlon, c'est un effort solitaire, donc je pense que à un moment, c'est pas mal de se retrouver tout seul. Même si j'aimerais bien de temps en temps quand même pouvoir m'entraîner
à plusieurs. Un groupe d'entraînement, ça permet de créer une émulation. Quand je faisais de l'aviron, voilà, j'étais sur le pôle France, il y avait toujours quelqu'un pour s'entraîner avec toi. En plus, on avait 3 coachs. Voilà, il y a une vingtaine d'athlètes, on a 3 coachs. Donc ça, c'est quand même cool. On est suivi tous les jours. Voilà, là maintenant, je suis tout seul à Gérardmer. Pas forcément, voilà, entre les emplois de chacun, voilà, le boulot, les contraintes. C'est pas forcément évident de trouver quelqu'un avec qui s'entraîner. Il y a un cycliste là à Gérardmer avec qui je m'entraîne, mais sinon tout ce qui est course à pied et compagnie, je fais toujours tout seul. Ok. Mais Et comment voilà. t'arrives si tu veux, qu'est-ce qui te pousse à t'entraîner? Est-ce que c'est vraiment l'objectif performance ou c'est parce que t'adores ça et tu feras ça tout le temps? Globalement, j'aime m'entraîner. Je suis persuadé que pour être en santé, en bonne santé, il y a 3 piliers, c'est le sommeil, l'alimentation et l'activité physique régulière. Bon, après, je dis pas qu'il faut faire comme moi et s'entraîner 15-20 heures dans la semaine pour être en santé, mais voilà, j'aime profondément m'entraîner. Ouais, j'y trouve vraiment du plaisir à l'entraînement. Faire une bonne séance, sentir que ça a travaillé et compagnie, ça j'adore. Après, je fonctionne bien à l'objectif, mais j'ai pas besoin d'énormément d'objectifs dans l'année. Là, par exemple, bon, en ce moment, c'est un peu particulier, pareil, avec le confinement, on n'a plus vraiment d'objectif sportif, mais j'arrive à me fixer un objectif dans 6 mois, dans 1 an, et je vais réussir à m'entraîner pendant 1 an pour cet objectif, quoi. J'ai pas besoin d'avoir une course toutes les 2 semaines pour rester motivé. Ok. Et tu préfères t'entraîner, t'es plutôt team matin toi ou team soir pour l'entraînement? J'ai l'habitude de m'entraîner tôt le matin. L'aviron, c'était quand je faisais de l'aviron, du coup j'étais en études de kiné en même temps, donc souvent je me levais à 5h30 pour aller pour aller ramer. Souvent c'est des sorties, voilà, 1h30, 1h45. Donc quand les cours attaquaient à 8h, voilà, on fait le calcul. Faut y être un petit peu avant sur l'eau. Donc j'ai pris cette habitude de m'entraîner très tôt le matin. Ça me gêne pas du tout de me lever pour m'entraîner. Il y en a qui peuvent pas. Donc j'ai gardé cette habitude de m'entraîner le matin. Après voilà, quand je fais du bi-quotidien et que je travaille, bah, je suis team matin et team soir. Sinon j'arrive à me libérer quand même 2 après-midi par semaine là, au travail pour pouvoir faire des sorties longues à vélo et compagnie. Mais je m'entraîne quasiment toujours les matins, ouais. Donc une fois le matin et puis après le soir éventuellement jusqu'à Quand plus je fais soif du, quoi. ouais, quand je fais du bi-quotidien, c'est ça. Ok. Et comment tu te vois si tu veux, dans 10 ans? Parce que tu as l'air d'avoir quand même une vision plutôt long terme, même au niveau de tes objectifs. Comment tu te vois dans 10 ans dans ce sport? Tu vas continuer ce sport, changer de sport ou... Bah, pour l'instant, je suis un peu tout neuf entre guillemets dans la discipline, hein. Là, voilà, ça fait combien? Ça fait 1 mois et demi seulement que j'ai un coach. Je vois que ça commence à bien progresser. Donc voilà, j'ai pas du tout envie de changer de sport pour le moment. Après, dans 10 ans, c'est dur à dire, hein. Entre les projets professionnels qui peuvent évoluer, la vie familiale qui peut évoluer également. Voilà, pour l'instant, j'ai pas d'enfant, j'ai pas énormément de contraintes. Donc je sais pas, ça je pourrais pas dire. Après, j'aimerais bien continuer le sport, c'est sûr. Après, voilà, là, là clairement, depuis que j'ai arrêté l'aviron, le haut niveau, ça me manque. Alors après, est-ce que j'aurai les capacités de faire du haut niveau en triathlon? J'en suis pas certain parce que c'est un sport qui est ultra chronophage et puis je pense que il y a aussi un peu de dérive dans le triathlon comme ce qu'il peut y avoir en athlée en ce moment avec quelques soucis de performance non naturelle, je pense. Ouais, après, il y a beaucoup de sports, malheureusement, c'est comme ça. Je pense que dès qu'il y a des gros enjeux, il y a forcément des gens qui prennent des raccourcis, je crois. C'est un petit peu Ouais, dommage. c'est sûr. On avait la chance en aviron d'être un sport où il n'y a pas d'argent, donc au final, ça n'intéresse personne de gagner sur le plan financier, je parle. Donc il y a pas les dérives de dopage. Mais mais après voilà, si un jour on me propose de rentrer dans une team de triathlon, bah ça me motiverait, ouais. Ça me motiverait de rentrer dans une team pour essayer de faire des belles performances.
Ok. Et alors maintenant, une question qui me tenait un peu à cœur, c'est, tu vois, si tu devais recommencer depuis le début, c'est-à-dire tu fais un peu un comeback en arrière, et avec les connaissances que tu as maintenant, est-ce que tu t'y prendrais de la même manière ou alors tu changerais des choses? Ah bah non, je pense qu'on change forcément avec l'expérience. En fait, quand j'ai arrêté l'aviron et que j'ai pris le cyclisme, avec mon coach là, du coup, qui est médecin, qui a des connaissances nutritionnelles, des connaissances d'entraînement, des connaissances voilà sur tout ce qui est optimisation de la performance, j'ai eu l'impression de commencer le haut niveau quand j'ai arrêté ma carrière de haut niveau. Alors c'est un peu paradoxal, mais j'ai vu qu'il existait plein de trucs, voilà. Je pense qu'en aviron, bon voilà, pareil, il y a pas l'argent pour développer le sport, mais tout ce qui est capteur de puissance, c'est sûr que ça arrivera un jour en aviron. Ça va améliorer les performances. Tout ce qui est, voilà, sur la nutrition, je pense que j'aurais essayé le low carb en amont. Je pense que ça m'aurait peut-être un peu aidé sur les régimes. Après, voilà, moi, j'ai jamais été ultra rigoureux sur tout ce qui est mobilité, sur la musculation et compagnie. Je pense que j'aurais pu faire des progrès en étant un peu plus rigoureux. Ça, c'est des petits trucs que je changerais, ouais. Et puis tout ce qui est variabilité de la fréquence cardiaque, optimisation de la performance par la récupération, je pense que j'aurais pu être un peu meilleur là-dessus. Ouais, c'est des petits pourcentages qui font qu'à la fin, ça fait une grosse différence, quoi. Ouais, c'est ce que ceux qui suivent le cyclisme, c'est ce que la team Sky, maintenant Ineos, va chercher, tous les petits, c'est gratter un petit peu partout pour aller chercher de la performance de très très haut niveau, quoi. Et ça, voilà, j'ai découvert ça avec le cyclisme. Et, et ouais, je pense que ça, j'aimerais bien réussir à. Bon, j'ai essayé de retourner en aviron et voilà, mon dos, ça va pas, mais ça, j'aurais bien aimé l'essayer sur du plus long terme en aviron, ouais. Ok. Ouais, donc tout un tas d'optimisations que tu aurais aimé faire et éventuellement apprendre quand tu faisais de l'aviron, quoi. Ouais, ouais, je pense que ça aurait pu être intéressant. D'accord. Bah écoute, on va arriver à 40 minutes de podcast. Est-ce que tu as quelque chose à dire de particulier pour les gens qui t'écoutent? Peut-être un conseil, tu vois, une astuce particulière? Non, pas d'astuce particulière. Je pense qu'un truc important, que ce soit dans le sport, dans l'alimentation, dans tout ce qui touche un peu à ça, c'est de conserver le plaisir. Je pense qu'il faut que ce soit une motivation, se faire plaisir dans tout ce qu'on fait. Après, et puis prendre du temps pour soi, je pense que c'est important. Là, on s'en rend compte avec le confinement que c'est cool de pouvoir faire un peu, entre guillemets, ce qu'on n'a pas forcément le temps de faire d'habitude. Je pense que, je pense que c'est important. Et sinon, non, rien de particulier. J'ai, non, rien de particulier en conseil. Ok. Eh ben, en tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir accepté ce podcast. C'était vraiment une discussion super intéressante. Et puis, bah, du coup, je te dis à une prochaine. Ouais, à bientôt. Ouais, salut! Salut! Merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. J'espère que celui-ci vous a plu et que vous avez appris de nombreuses choses. Vous pouvez retrouver tous les liens des notions que l'on aborde avec Thibaut dans la description, ainsi que le lien vers ses réseaux sociaux. À bientôt.